Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Les journées numériques vont s'achever ce soir, mais vous avez encore deux formats à suivre, dont celui qui vient maintenant, consacré au marketing digital. Le marketing digital est justement l'outil qui a permis aux éditeurs et aux libraires, et pas seulement à eux, de s'emparer du numérique et de ce potentiel pour la promotion des livres et de la lecture. Alors, qui de mieux que Margot Quartenou pour nous en parler? Vous ne la connaissez pas? Pourtant, sous le pseudonyme de Margot Liseuse, vous l'avez sûrement vue dans ses blogs et dans ses posts, avec toute sa pertinence, sa fantaisie, son humour et ses lectures. Et donc, je lui laisse la parole. Elle aura aussi quelques invités surprises avec elle et je vous souhaite un très bon événement en vous rappelant que vous pouvez utiliser l'outil chat pour poser des questions à Margot et elle pourra vous répondre directement en live. Voilà, bon format. À toi, Margot. Merci beaucoup Olivier. Bonjour tout le monde. Alors je me représente rapidement, Margot Quartenou et Margot Liseuse sur les réseaux sociaux. Je tiens un blog, une chaîne, des comptes sur différents réseaux pour parler livres depuis maintenant une dizaine d'années. Et depuis une dizaine d'années, je suis aussi libraire. Donc j'ai les deux casquettes en fait. Depuis avril maintenant, je suis assistante commerciale chez Interforum Suisse. Et du coup, j'ai décidé avec José Catin, ma directrice, me de me professionnaliser là-dedans, d'utiliser en fait mes compétences que j'ai acquis petit à petit pour aider les libraires, les auteurs, les éditeurs, enfin bref, qu'importe, les gens qui ont envie de se lancer sur les réseaux sociaux avec ça. Voilà. Et donc, on va pouvoir partager une petite présentation que j'ai déjà faite et que j'ai déjà pu présenter à quelques libraires qui ont participé à une rencontre avec nous en septembre. Le but, c'était d'essayer d'introduire les libraires sur les réseaux sociaux, qu'ils en prennent complètement connaissance et qu'ils essayent d'utiliser ce nouveau concept pour promouvoir leur boutique, promouvoir des livres, etc. Donc, on va pouvoir lancer le PowerPoint que je vais pouvoir commenter avec vous. Du coup, je l'ai un petit peu modifié pour cette session. Ah, il arrive, voilà. Alors, donc, l'idée, c'est de construire le monde du livre de demain. On l'a vu en avril, quand tout a fermé, tous les libraires en fait ont dû se réinventer très très vite, que ce soit le click and collect, mais pas que. Il faut pouvoir aussi exister ailleurs. Et le but justement, c'était de s'emparer des réseaux sociaux pour ça. La plupart des libraires ou des éditeurs ou des auteurs ont déjà des comptes sur les réseaux sociaux. Le but maintenant, c'est de vraiment les utiliser. Voilà, de vraiment s'en accaparer complètement. On va pouvoir passer à la slide suivante. Donc, une page Facebook, c'est le plus rapide, en fait, finalement, c'est le plus commun, peut-être, parce que c'est un des réseaux qu'on a depuis le plus longtemps. Il ne faut pas oublier que sur Facebook, si on crée une page Facebook, on va créer une vitrine. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'être anonyme ou de cacher certaines informations pour moi. Le but, c'est vraiment de pouvoir montrer ce qu'on a envie de montrer, qu'on soit auteur, qu'on soit éditeur ou libraire, c'est là qu'on peut exister vraiment le plus du plus. Le public qu'on va viser quand on a une page Facebook, il faut le garder en tête. Les utilisateurs de Facebook, ils l'ont découvert en 2007, 2008. Ils avaient peut-être une quinzaine, vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, ils ont grandi avec ça. Et peut-être qu'ils sont restés sur ce réseau, mais les nouveaux, donc les nouveaux jeunes, les nouveaux ados, ne sont plus vraiment sur Facebook. Ils ont un petit peu délaissé ce réseau. Donc en général, on va s'adresser à un public de plus de 30 ans. Les 13-30 ans, vous verrez, ils sont ailleurs, on en parlera après. Et ils utilisent d'ailleurs de plus en plus de réseaux qui vont beaucoup plus vite que même moi, je n'arrive pas à suivre. Donc, même si on parle via un écran, comme on le fait aujourd'hui, comme finalement c'est presque devenu un peu commun en 2020, il faut garder une chose à l'esprit, c'est que vous êtes un être humain derrière un écran et les gens qui vont vous lire sont aussi des êtres humains derrière un écran. Il faut garder un vocabulaire, que ce soit accessible ou essayer de ne pas frustrer ou ne pas dénigrer les gens. Toujours tourner ses doigts 7 fois sur son clavier avant d'écrire quelque chose, je pense que c'est important. Se faire relire, prendre le temps aussi de peut-être faire des brouillons, ce genre de choses, pour ensuite vraiment communiquer avec les gens. La fréquence est très importante pour moi.
c'est bien de poster au minimum une fois par semaine, histoire que l'algorithme de Facebook ne nous oublie pas. L'algorithme, c'est ce qui fait qu'on apparaît sur les profils et les comptes des gens, qu'on existe en fait. Et moins on va publier, moins on va apparaître. Facebook va petit à petit nous ignorer et c'est à peu près ça pour tous les réseaux d'ailleurs. Mais par contre, j'estime que plus d'une fois par jour, c'est pas nécessaire d'apparaître plus d'une fois par jour. Ça, on peut éviter, je pense, mais on a forcément une info à partager, en tout cas une fois par semaine. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc la création d'une page, c'est très simple. Aujourd'hui, Facebook a vraiment énormément simplifié son utilisation. Il suffit d'aller farfouiller dans les paramètres, dans les onglets, et très vite, on tombe sur création d'une page. Du moment qu'on a un profil sur Facebook, on peut créer sa page. La chose qui, pour moi, est très, très, très importante et que des fois, on a un peu tendance à oublier, c'est de donner un nom le plus clair possible et le plus correct. Quand on est une librairie, on donne le nom de sa librairie. On ne s'appelle pas la librairie 502. Sinon, on peut se perdre. On évite les symboles, les points d'interrogation, les barres obliques, ce genre de choses, parce qu'en nous cherchant, on risque de ne pas nous trouver. Et ça, éviter les fantaisies, des fois c'est difficile parce qu'on se dit qu'on veut, on veut un nom un peu compliqué, mais non, c'est pas utile, les noms compliqués, je vous rassure. On peut passer à la suivante. Voilà, alors mes astuces à moi. Aujourd'hui, en tant que Margot liseuse, je n'ai plus de page Facebook. C'est un réseau que j'ai un peu beaucoup délaissé, j'avoue. Je me suis refait un petit peu à la page Facebook avec Interforum parce que j'ai voulu aller là où les libraires étaient. Et les libraires sont beaucoup sur Facebook notamment. Et ils ont raison. Franchement, c'est à mon avis, un des premiers réseaux sur lequel un libraire doit être. Et du coup, je me suis un petit peu réhabituée à Facebook. Mais je vous rassure, c'est comme le vélo, il y a plein de trucs qui ne s'oublient pas. Et donc, une des premières choses que j'aimerais souligner et qui est pour moi hyper importante, les couleurs, c'est bien, mais trop criarde ou trop fluo ou trop tout, ça ne va pas du tout. Je viens d'une époque où, en fait, on faisait des blogs, quand j'avais une quinzaine d'années, avec des fonds verts où on écrivait en rose fluo par-dessus. Non, c'est trop 2005, on évite de faire ça aujourd'hui, c'est pas nécessaire. La seconde astuce, c'est que souvent un texte est accompagné d'une image. Pourquoi? Parce que quand on voit une image, l'œil est automatiquement attiré. On voit juste du texte, et d'ailleurs sur Facebook, on doit dérouler le texte. Au tout début, il est tout petit, on ne voit pas tout, et on est obligé de cliquer sur « Afficher plus » pour vraiment voir tout le texte. Alors ce qui est bien, c'est que Facebook, on n'a pas vraiment de limite. On peut écrire des très longs posts ou des très petits, ça c'est égal. Mais avoir une image, ça permet d'attirer le regard des utilisateurs de notre page et ils vont vouloir savoir plus. À quoi correspond cette image? Vers quoi ça va reconduire? Ensuite, et c'est certainement la chose la plus difficile, mais une fois qu'on la tient, c'est tellement cool, c'est de garder et trouver son identité. Une identité, c'est ce que vous êtes vous au quotidien ou ce qu'est et représente la marque ou l'entreprise que vous voulez représenter sur les réseaux sociaux. On va peut-être pas parler de la même façon qu'on parlerait si c'est que nous, mais du coup, il faut trouver ce ton. Et c'est très dur au début parce qu'on va voir plein de choses. On va voir des pages différentes, des comptes différents, des gens qui partagent des informations sous plein de façons différentes. On se dit, oh, mais ça, c'est trop bien, et puis ça aussi, et puis ça, et puis... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, d'avoir en fait son identité, c'est avoir ça, c'est être nous-mêmes, et ça, c'est hyper important. Et les gens vont vous reconnaître en fait. Et ça, j'y tiens vraiment beaucoup. Identifier les éditeurs, les auteurs, plein de choses en fait. On peut vraiment identifier les gens. Pourquoi c'est important? Ça renvoie directement au point suivant, à éviter la pub sauvage. Donc en taguant les gens, en utilisant le petit @ de votre clavier pour que les gens en fait aient une notification sur comme quoi vous avez mentionné leur nom sur un de vos posts, ça va les renvoyer vers votre post. Puis ils vont le lire et puis peut-être s'ils ont aimé, ils vont le partager. Et vous voyez l'effet boule de neige que ça peut créer. Au contraire de la pub sauvage où vous allez juste bombarder les gens d'infos qui ne les concernent peut-être pas forcément. Et c'est comme quand on vous distribue à longueur de journée des flyers dans la rue. Moi, je déteste ça. C'est vraiment un truc qui me... Voilà. Et là, c'est pareil. Recevoir constamment des newsletters ou des infos qui ne nous concernent pas et qui ne nous intéressent pas, on ne clique pas dessus, on ne va pas plus loin. Et au contraire, on va peut-être même bannir la marque ou l'entreprise parce qu'on se dit, ils n'arrêtent pas de nous bombarder, c'est chiant en fait. Et là, c'est pareil. Finalement, le plus dur, c'est de fonctionner au bouche à oreille,
mais pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant finalement. Après, on peut cibler sa publicité, ça c'est possible avec Facebook, et d'ailleurs on peut le faire assez précisément pour pas trop cher, entre 2 et 4 francs des fois, hein, pour promouvoir un post, c'est-à-dire que Facebook va mettre en avant votre post. Et là, on peut vraiment le cibler sur certaines personnes uniquement, que Facebook va sélectionner pour nous, mais par rapport à ce qu'ils aiment, aux différentes autres pages qu'ils peuvent suivre, la vôtre pourrait les intéresser aussi. Ça, c'est pas mal, mais du coup, il ne faut pas en abuser non plus. Il faut savoir avoir la bonne dose. Et enfin, si vous êtes plusieurs administrateurs sur une page, ce qui n'est pas notre cas, par exemple, pour Interforum, vu que je suis la seule qui bidouille dessus, ce qui serait bien, c'est de gérer une sorte de calendrier ou un planning avec la configuration publication programmée. Ça, c'est trop bien, parce que ça vous permet de vraiment voir sur le long terme, de dire, bon, ben moi, je publie peut-être tel jour, et mon collègue, il va publier peut-être tel jour. Et pourquoi pas aussi signer ces publications. Parce que si tout d'un coup, c'est votre collègue qui utilise Facebook et qui fait un post le mardi, il n'aura pas le même ton que vous qui publiez le jeudi, par exemple. Donc peut-être des fois de dire qui c'est en fait, qui est derrière la page, un nom, une photo. Les gens aiment bien personnifier en fait le virtuel. C'est hyper important, je trouve. Mais surtout, et ça on ne le dira jamais assez, mais c'est assez difficile parce qu'au début on a un petit peu peur, c'est allez-y, essayez, bidouillez, effacez, recommencez. Vous savez quoi, des fois j'ai posté des trucs et j'ai été les corriger après. C'est pas grave, vous avez oublié une virgule, c'est pas la fin du monde, d'accord? Mais vraiment, il faut essayer, 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 essayer. Et plus vous allez le faire, plus vous allez être autodidacte et plus vous allez être à l'aise dessus. Je prends l'exemple de quand je fais des montages vidéo, par exemple. Aujourd'hui, je connais tous les raccourcis. Ça me prend de moins en moins de temps de faire un montage vidéo. Une page Facebook, un compte Instagram, c'est la même chose. Il faut juste se lancer. On peut passer, voilà, j'ai même plus besoin de dire, on peut passer à la slide suivante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire une fois qu'on a cette page Facebook? Eh bien, on peut faire tout, en fait. On peut communiquer, on peut créer des événements. Alors, dans un monde idéal où les gens iraient en librairie, iraient à des dédicaces, etc., c'est hyper pratique. Déjà, juste pour voir si notre événement intéresse les gens. Aussi, si vous avez un événement qui est créé sur Facebook, les gens autour de vous qui connaissent votre page, ils peuvent le relayer. Ils peuvent dire « Hey, tu sais quoi, il y a une dédicace de cet auteur. Je te donne le lien de l'événement. Si ça t'intéresse, tu peux t'y inscrire. » C'est un peu comme se passer une invitation. Vous voyez ce que je veux dire dans le concept physique. Et aussi, une des choses qui pour moi reste le plus important, c'est interagir avec les gens. On est des personnes derrière des écrans, il y a des personnes derrière des écrans qui nous lisent, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas physique, que c'est du numérique, qu'on ne doit pas avoir ce côté humain. Bien au contraire, il faut personnifier un petit peu ce côté virtuel, et quand on voit que quelqu'un commente nos publications, on lui répond. Même si c'est pas grand-chose, même si c'est juste un merci ou un bonne lecture, ou voilà, ça n'a pas besoin d'être beaucoup, mais juste « Ah, il y a quelqu'un qui m'a répondu parce que j'ai écrit. » Trop bien. Et donc, répondre aux commentaires, partager les coups de cœur, partager les coulisses. Moi, je me rends compte, les gens, ils adorent ça. Quand ils voient des choses qui se passent derrière, en fait. Comment on crée un livre, comment on choisit de publier un livre, comment on range sa librairie, comment se passent les arrivages le matin. Ils veulent savoir, ils connaissent pas. C'est pas leur univers, c'est pas leur monde. Et là, ils ont enfin la possibilité, grâce aux outils d'aujourd'hui, de voir ça. Et ça, c'est hyper cool. Je passe à Instagram. Donc, c'est le réseau social numéro 1, on le sait aujourd'hui. Alors, il est en train de se faire un peu avoir par plein d'autres réseaux qui font plein de choses. Il y a eu Snapchat, il y a Twitter, bien sûr. Aujourd'hui, il y a TikTok. Et vous savez, même moi, je ne suis pas sur tous ces réseaux-là parce que je ne trouve pas que c'est nécessaire. À mon avis, il faut bien maîtriser déjà un réseau et après, on développe les autres. Ça ne sert à rien de se dire... Aujourd'hui, je me crée un compte partout, on va tout mélanger, on va plus savoir quoi dire ou que faire, ni sur l'un ni sur l'autre. Donc, on prend les trucs les uns après les autres, comme ils viennent. Si vous avez déjà une page Facebook, allez oui, on essaye Instagram, pourquoi pas. Donc, c'est là où se sont réfugiés les 13-30 ans, quoique il y en a plein qui sont déjà en train de migrer vers d'autres choses, ça va tellement vite. Mais Instagram, il a ce côté où il y a tout. Tout est possible, en fait, sur Instagram. Donc, il accentue beaucoup plus sur l'esthétisme, le visuel. Contrairement à Facebook, il y a la photo d'abord, le texte ensuite. On ne peut pas faire des posts de la longueur qu'on veut. Au bout d'un moment, Instagram coupe. En fait, on ne peut pas écrire à l'infini. Et surtout, on voit juste la première ligne de votre post après votre photo. Et après, on est obligé de cliquer sur « Afficher la suite ».
Donc, c'est hyper important d'avoir un visuel qui claque dès le début. Là, si vous avez une âme d'artiste, faites-vous plaisir. Je ne sais pas, à disposer des livres d'une certaine façon pour faire des formes, pour faire des fleurs. Je vous invite à taper certains mots-clés sur Instagram qui sont en lien avec les livres et vous allez tomber sur des trucs qui sont juste magnifiques. Il y a des gens, ils ont un talent fou sur Instagram. C'est assez dingue. Ensuite, la plupart des gens qui s'abonnent à votre compte, ils veulent voir un feed intéressant. Le feed, c'est quand vous arrivez sur votre profil Instagram et qu'on voit toutes les photos les unes sur les autres. Il y a des gens qui jouent le jeu du feed harmonieux à 100%. Ils ont une certaine gamme de couleurs qu'ils vont mettre en avant selon les périodes. Ou alors, ils ont un thème, ou alors ils décident de jouer sur les couleurs. Il y a une photo jaune, une photo bleue, une photo rouge, et puis elles se succèdent comme ça, parce que finalement, ça va apparaître un peu comme sous une forme de damier. Donc, il faut que tout soit harmonieux. À vous de voir. Moi, personnellement, je n'ai pas un feed harmonieux, et c'est pas grave, ça marche aussi. Instagram, ça permet de montrer plein de choses de plusieurs façons différentes. On peut faire des lives, des directs comme ici, directement avec son téléphone. On peut tout simplement faire une jolie photo, écrire un joli texte et le poster comme ça et du coup, il va rester sur votre profil. On peut aussi s'amuser à faire des stories. Typiquement, ça, c'est quelque chose qui va s'effacer au bout de 24 heures. Donc, pour annoncer quelque chose, pour créer un peu l'effet attente ou bien juste partager un truc parce qu'on a envie de le partager à l'instant T, c'est le genre de choses qu'on peut utiliser. Mais ça, je crois que je le développe un peu plus sur la slide suivante, d'ailleurs, si on peut voir. Voilà. À quoi ressemble la page d'accueil Instagram quand on est sur le site, pas sur l'application. Donc là, on est sur un des profils que j'avais pris à ce moment-là, au moment où j'ai fait la capture d'écran. Donc, on va voir plusieurs choses, forcément. Donc, dans les posts, vous voyez au milieu, c'est quelque chose qui va rester. Ça va rester là, sur ce compte-là. Si je retourne sur ce compte, il y a toujours ce post sur Mars rétrograde, par exemple. Donc, c'est le fond de votre compte, finalement. C'est avec ça que les gens vous découvrent, en général. Les stories, par contre, donc c'est la petite partie que vous voyez en haut, là où vous avez tous les profils avec des ronds de couleurs autour. Les ronds de couleurs signifient qu'il s'est passé quelque chose, quelqu'un a publié quelque chose sur ses stories. Et ça, les stories, ça s'efface au bout de 24 heures. Donc, c'est hyper efficace. Pour avoir à peu près, je crois, 30 000 abonnés sur mon compte Instagram, je peux vous dire qu'une story, elle est vue en général en 24 heures par environ 7 000, 8 000 personnes. Donc, voilà, bien sûr, il n'y a pas les 30 000 qui l'auront vue, mais ça fait quand même 7 000, voire 8 000 personnes qui auront eu l'info, quoi, techniquement. Après, on peut les republier, si on veut, c'est pas un problème. Mais ça permet de communiquer sur l'instant T, par exemple. Moi, j'aime assez ça. On n'est pas du tout sur l'esthétisme, on est vachement plus sur le partage là, tout de suite. Et puis, la dernière chose que je n'ai pas encore testée, moi, personnellement, je ne suis pas encore trop à l'aise avec ça, c'est les réels. Instagram essaye en général toujours d'aller piquer à droite à gauche sur les différents réseaux ce qu'ils aiment bien. Les réels, ils l'ont piqué à TikTok. C'est des toutes petites vidéos de quelques secondes, souvent en playback, très humoristiques. Alors, on trouve de tout, voilà. Mais pour le livre, je n'ai pas encore trouvé là où ça pouvait vraiment être intéressant. Peut-être que nos invités, après, l'utilisent et pourront nous dire si eux, comment ils l'utilisent. On peut passer à la suivante, les astuces. Alors, il faut vraiment faire la différence entre les posts et les stories. Pour moi, c'est le truc, vraiment. Parce que moi, en stories, je vais partager des trucs des fois un peu bêtes. Mon chat qui rentre tout mouillé parce qu'il a plu dehors, je sais pas, mes citrouilles d'Halloween, vraiment des trucs qui me viennent sur l'instant, quoi, en fait. Mais je me dis pas, oui, tiens, j'ai envie de faire un joli truc visuel avec ça, le prendre en photo, travailler un peu la photo, travailler un texte derrière, et ensuite je le poste et il faut que ça reste. Non, là, je vais vraiment sur j'ai une info à partager là tout de suite maintenant. Créer un feed harmonieux, c'est à vous de voir. C'est une astuce et en même temps, ce n'est pas une. Moi, je ne l'utilise pas. C'est une astuce que je donne et je ne l'utilise pas moi-même. C'est bien. Mais il y a des personnages et il y a des personnes qui, eux, font ça. Et ça marche. C'est beau. Moi, je vois quand j'arrive sur un nouveau profil et que je vois qu'il y a un beau feed, je m'abonne en général. Il faut penser visuel avant tout. L'image. L'image, l'image, l'image. C'est vraiment le réseau qui veut ça, en fait. Et un des derniers trucs, c'est d'utiliser les hashtags et de taguer. Alors là, j'avais mis à l'attention des libraires de taguer les éditeurs et les auteurs, par exemple, comme sur Facebook, en fait, que les personnes puissent voir que vous avez parlé d'un ouvrage à eux, par exemple. Nous, on fait beaucoup ça en tant que chroniqueurs sur les réseaux sociaux.
bah, on aimerait bien que les éditeurs ils voient qu'on ait lu leur livre. Donc, on va les taguer dessus. Ça paraît assez logique. Pareil pour les hashtags. Alors, les hashtags, c'est le petit symbole comme ça. Hein. Ça, c'est pour retrouver un thème. Vous pouvez être abonné au thème livre, par exemple. Vous pouvez être abonné au thème n'importe quoi, Montessori, ce que vous voulez, en fait, finalement. Et du coup, si vous utilisez ce thème, ce hashtag, dans votre publication, eh ben, il va être répertorié dans cette collection de thèmes. Et on peut tomber sur votre compte par hasard parce que la personne, elle est abonnée à ce thème. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, les vidéos. Alors, ça, c'est mon petit chouchou. C'est ce que j'utilise le plus. La vidéo, c'est pour moi le meilleur moyen de communication parce qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut. On peut faire que du texte, on peut faire de l'image, on peut faire que des photos qu'on met les unes après les autres, on peut faire du film, bien sûr, on peut rajouter du son, on peut se filmer soi, on peut filmer des choses, on peut faire très court, on peut faire très long. Bref, la vidéo, c'est vraiment c'est un terrain de jeu qui n'a pas de frontières, quoi. Pouvoir toucher est hyper large. Vous avez vu avant sur les réseaux sociaux, on a quand même des tranches d'âge qui sont assez, hein, voilà. YouTube, il n'y a pas de regarde YouTube aujourd'hui. Même ma mère regarde YouTube, c'est dire. Et on a la possibilité, mais bien sûr comme sur les autres réseaux, d'échanger dans les commentaires. Je rappelle encore une fois, le côté humain, c'est hyper important. On peut passer à la slide suivante. Alors, la création d'une chaîne sur YouTube, c'est hyper facile. Vous faites un compte Google, vous avez une adresse Gmail, vous avez un compte YouTube. Donc, à le faire au nom de ce qu'on veut, au nom de la librairie, au nom de la maison d'édition, en tant qu'auteur, c'est nous qui voyons en fait, finalement. Et après, comme pour une page Facebook, le nom exact, c'est toujours mieux. Que ce soit de votre mail ou de votre page, en fait, de votre lien YouTube. Moi, au tout début, j'avais vraiment un pseudonyme qui voulait rien dire avec des chiffres dedans et tout. C'était hyper difficile de me retrouver. Et dès que j'ai changé en Margot Liseuse, là, tout d'un coup, c'est devenu limpide, quoi. S'appeler aussi partout pareil. Hein. Ne pas oublier, si on s'appelle d'une certaine façon, avec une certaine orthographe quelque part, on va reprendre la même chose sur le prochain réseau, en fait. Ici aussi, on peut s'accaparer une identité différente hein, par rapport à ce qu'on veut faire. On peut se dire que si on décide de filmer un certain genre de vidéo, on va se mettre avec ce fond de vidéo-là. Moi, j'ai créé vraiment, c'est même pas un studio, c'est juste ma bibliothèque et mon fauteuil. Mais ça veut dire que quand on me voit devant ma bibliothèque, posée dans mon fauteuil, c'est que je vais parler bouquin, en général. Voilà. Alors que quand je prends ma petite caméra embarquée et que je bidouille par-ci par-là, c'est pas le même genre de format, c'est pas le même genre de vidéo. C'est ça que j'essaye de dire. Passons à la slide suivante. Alors, il y a déjà des librairies, des maisons d'édition, bien sûr, on le verra après, qui sont sur YouTube, qui sont en format vidéo, notamment la librairie Mola. Donc là, je vous montre plusieurs petites choses. Donc, on voit dans le coin supérieur à droite tous les liens en fait que vous avez répertoriés, c'est-à-dire votre site par exemple, votre page Facebook, votre compte Instagram. En fait, ça va toujours s'afficher sur votre bannière à cet endroit-là. Donc, c'est bien pour pouvoir vous retrouver ailleurs. Ensuite, on a l'accueil. L'accueil, c'est là où vous avez toutes vos vidéos qui vont se poser en fait, les unes après les autres, ou vous pouvez choisir de les disposer un peu comme vous voulez. Dans l'onglet vidéo, à toutes les vidéos, mais classées par ordre chronologique de publication. Donc là, vous ne pouvez pas les classer comme vous voulez. Les playlists, par contre, ça sert à ça. C'est une sorte de bibliothèque virtuelle dans laquelle vous allez classer vos vidéos par thème, par exemple. Je ne sais pas, ça peut être dédicace, ça peut être entrevue, ça peut être coup de cœur, ça peut être... Voilà, sentez-vous libre, mais c'est hyper pratique quand les gens recherchent des choses. Communauté, ça marche un peu comme un mur Facebook. Moi-même, je ne l'utilise pas sur YouTube, parce que j'en vois pas trop l'utilité pour l'instant en tout cas, mais on peut partager des statuts, des photos, 2-3 choses comme ça. Ah, pardon. Oui, ma chérie? J'aimerais avoir autre chose. Ma puce, maman travaille. D'accord, il faut vraiment que tu ailles regarder ton dessin animé. Merci. Pardon, petit intermède. Et enfin, chaîne, c'est là où vous faites vos propres recommandations. Moi, par exemple, j'ai mes copines qui sont sur cet onglet-là. C'est les chaînes que moi, j'ai envie de suivre. On peut passer à la suivante. Les astuces de tournage. Alors, ça, c'est mes préférés. Donc, vous avez la chaîne, c'est bon, on peut y aller. Très bien. Donc, le son,
avant l'image. Je crois que je ne le répéterai jamais assez. L'image, c'est cool. Si vous avez une caméra de dingue, c'est trop bien pour vous. Mais le son avant tout, parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir monter le son et de ne pas entendre la personne alors qu'elle a une image de dingue. Voilà, donc vraiment, vraiment, rappelez-vous de ça. Il faut oser se reprendre constamment. Moi, des fois, quand je fais une vidéo, elle va peut-être faire, je sais pas, 20 minutes, et ben j'aurais filmé 40 minutes. Juste parce que je redis 20 fois la même chose pour être sûre d'avoir la bonne façon de le dire. Après, je garderai qu'une façon de faire, en fait, au moment du montage, mais c'est important de le dire de plein de façons différentes. Pensez à la durée d'un format aussi. Il faut penser court quand on veut parler d'un avis. Par exemple, on ne parle que d'un seul livre. Ou alors, on peut parler pendant 1 heure si on a un lien avec un auteur, par exemple. Toujours l'appareil à l'horizontale. Jamais, hein, c'est comme ça et pas comme ça. On n'est pas sur Instagram, justement. On est sur YouTube. Ensuite, on fixe la lentille et non pas le retour caméra. Je dis ça paraît tout bête, mais c'est une réflexion qu'on m'a faite au bout de 2-3 ans de YouTube. On m'a dit, mais en fait, tu regardes toujours le retour caméra, c'est hyper perturbant. Genre là, c'est ce que je fais dans le live. Je me regarde moi pour être sûre de ce que je fais, mais techniquement, je devrais regarder la webcam, en fait. Bref. Ne pas parler trop vite. Alors, je sais, comme là, maintenant, typiquement, je parle vite parce que je suis stressée. Donc, ça fait qu'on a le cœur qui s'emballe et on se dit vite, 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 il faut que je dise le plus de trucs possible à la minute. On se calme, on respire. Techniquement, quand on fait une vidéo, on est tout seul chez soi. Il n'y a personne qui nous regarde, comme maintenant. On est chill, ça va bien. C'est vous, votre caméra. Si c'est lent quand vous le dites, vous pouvez toujours faire quelque chose de hyper dynamique au montage. Et ça vient avec le temps. Plus on va réussir à se dépatouiller avec notre système de montage, plus ça ira mieux encore et encore et encore. Donc, vous en faites pas. Juste, on respire. Ce qu'il faut que je me dise moi maintenant, typiquement. La suite. Donc, les astuces de mise en ligne, ça, je vous en ai partagé quelques-unes. On a la partie YouTube, donc c'est la plateforme sur laquelle la vidéo va se publier. Mais nous, dans l'ombre, on a la partie studio. C'est là où on va mettre en ligne les vidéos. Donc, une fois qu'elle est en ligne, qu'on est en train de la mettre en ligne, il y a plusieurs petits paramètres qu'on peut déjà pré-programmer, en fait. Notamment tout ce qui est dans la barre d'infos. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube, en dessous de la vidéo, vous pouvez cliquer sur une barre d'infos et là, en général, les gens qui ont fait la vidéo vous mettent un max de trucs, des liens, des informations que vous pourriez retrouver. Moi, par exemple, quand je parle de livres en particulier, ben voilà, je vais venir les répertorier en dessous. Ça permet vraiment de gérer ça, en fait. La partie playlist, donc c'est à ce moment-là aussi que vous pouvez déterminer votre vidéo si elle va dans telle ou telle collection. Et puis les mots-clés, c'est vraiment les mots qui peuvent vous permettre d'être retrouvés sur le système YouTube. Donc, il faut penser. Il ne faut pas en mettre trop, cela dit, parce que plus on en met, plus ça se perd. Il faut être visible le mieux. Donc, mettez votre nom, le nom de votre chaîne, le thème. Voilà, moi, il y a livre, littérature, lecture, je crois. Il y a même le mot renard dedans, donc ça veut dire. On peut passer à la suite. Et du coup, je vous ai mis quelques exemples. Donc, en France, il y avait la librairie Mola, notamment, qui a une très, très chouette chaîne YouTube avec des très longues vidéos et aussi des très courtes. Ensuite, j'ai fini, voilà, tout bêtement. Nous y voilà. Donc, on va pouvoir accueillir nos invités gentiment. Et on va commencer avec Laurence Mallet des éditions Okama. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurence, ça va? Oui, très bien, et vous? Oui, très bien, merci. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette session marketing digital. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter en quelques mots? Alors, Laurence Mallet, donc je suis cofondatrice des éditions Okama. Donc, j'ai la position d'éditrice dans la boîte. Voilà. Ça marche, ok. Et donc, on va peut-être lancer votre petit teaser, hein, parce que vous aussi, vous êtes pas mal sur les réseaux sociaux et comme ça, on pourra en débattre après. Ok.
Trop bien, j'adore. On a trop adoré avec José. C'est la première fois qu'on l'a vu. Et donc, une des premières questions que j'avais envie de vous poser par rapport à ça, c'est l'idée d'avoir fait ce teaser. Pourquoi, comment ça se passe, quoi. Du coup, on verra. Je pense qu'il y aura des choses qui vont se répercuter avec ce que va dire Adi ensuite des éditions helvétiques, mais on va commencer par vous. Alors, pourquoi le teaser? On a pu constater depuis une année ou deux que beaucoup d'auteurs font des interviews, présentent leurs livres, quelque chose d'assez figé et classique, je dirais. Et comme les éditions Okama, on est spécialisé, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, pardon, dans la littérature fantastique et fantasy, on voulait un peu réinventer le genre. Et on a fait appel donc à une équipe, Tell Me the Story, qui est la maison de production, et Cornell Studio, qui est pour le son et l'image. Et on a réfléchi vraiment à faire quelque chose de percutant. Il faut quand même savoir qu'on avait déjà un premier teaser qui avait été réalisé pour le premier livre, La Dormeuse, enfin, qui est le second, en fait, si vous voulez, mais le premier livre de cette année. Et donc, on a aussi fait quelque chose d'assez décalé avec des dialogues, etc. Donc, c'était un peu pour rendre le dynamisme dont vous parlez très justement par rapport au réseau. Voilà, donc c'est pour ça. Super, merci beaucoup Laurence. Je propose qu'on accueille Adi maintenant, comme ça vous allez pouvoir aussi échanger sur vos différentes façons de faire, ça m'intéresse. Il vient pas. En tout cas, c'est un très joli teaser. Moi, j'aime beaucoup le son des oiseaux. Bonjour Adi. Bonjour Margot, bonjour Laurence. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On vient donc de voir votre teaser sur ce très bel ouvrage sur les oiseaux. Alors, vous, ce n'est pas votre premier teaser non plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous vous y prenez, comment vous fonctionnez en fait pour présenter vos livres en vidéo? Alors, effectivement, en fait, on a commencé par des teasers pour les jeux d'abord, parce que nous éditons des jeux, et on a cherché un format qui puisse être fait facilement chez nous au bureau, mais qui donne très très bien. Et donc, on a fait un système avec stop motion, c'est-à-dire que c'est pas vraiment de la vidéo, c'est de la fausse vidéo. On prend plein de photos, et puis ensuite, on peut rajouter de la musique, on peut rajouter des textes, des fois en 6 langues, parce qu'on édite des jeux en 15 langues. Donc, en fait, il faut que... Donc, on a trouvé un format. Et une fois qu'on le trouve, on se sent tellement libéré, on a envie d'en faire plein. Et puis, du coup, on en fait plein. Et puis, pour les livres, c'est un peu plus récent. C'est vrai qu'on a un nouveau format, là, où on feuillette les livres. C'est tout simple, finalement. Tout le monde se souvient des sites qui commençaient à donner un aperçu des livres, on pouvait feuilleter un chapitre ou deux, etc. C'est vrai que pour l'expérience digitale, c'est fondamental. Quand on se balade dans une librairie, on a envie de prendre le livre comme ça et de le regarder et de le feuilleter. Finalement, c'est ce qu'on essaye de faire. Et nous avons des livres illustrés. Et donc, du coup, de vous les montrer en 15 secondes et vous montrer les illustrations, ça vous donne quand même... vous touchez presque les livres. Des fois, vous sentez presque l'encre. Et donc, voilà, et c'est cela qu'on essaye de faire. Je dois dire, c'est aussi des outils qu'on aime fournir aux auteurs, mais également aux journalistes. Récemment, il y a eu une très belle interview de Lisa Voisard sur RTS Culture, avec un texte aussi qui est publié, puis il y a la vidéo qui était en bas. Et les journalistes ont pioché ça sur notre chaîne YouTube et puis ils l'ont rajouté à l'article. C'est trop bien. Donc voilà, c'est ce qu'on cherche à faire. Et puis, j'ai bien écouté ce que tu as dit, Margot. Vraiment, on croit beaucoup à la vidéo. On arrive à faire beaucoup de choses avec la vidéo. Exactement. D'ailleurs, on a même récemment créé un compte sur un nouveau système qui s'appelle Twitch. Très bien. À la page helvétique, c'est bien. Donc, ça permet d'être en direct, comme on l'est maintenant, et puis de discuter, de montrer peut-être une fois, on ne l'a pas encore fait, mais une illustratrice qui dessine, ou peut-être notre équipe en train de jouer à un jeu. C'est moins léché dans le sens, voilà, là, la vidéo, elle était un peu plus
léché. Mais là, c'est plus pour vous montrer un visage très authentique, parce que ça, on y tient aussi beaucoup chez Helvétique, c'est d'être authentique. On n'essaye pas de faire de la production forcément Spielbergienne. Non, on n'est pas Voilà, là. donc je parlais avant mais par contre, j'ai adoré votre vidéo à Laurence, hein, donc elle est très bien et on voit que c'était super. C'est juste pour nous un choix d'être assez authentique et de créer des formats qu'on arrive à répéter facilement. Voilà. Bien sûr. Alors, il y avait une question notamment dans le chat, c'était de savoir combien de temps ça prend et combien ça coûte, forcément. C'est une très très bonne question. Alors justement pour nos vidéos de jeu là, comme une vidéo qui explique Bandido en une journée, bon, on arrive à en faire, à en shooter 3-4 dans la même journée, et puis ensuite ça prend peut-être 2-3 jours de travail ensuite pour les monter les 4. Donc voilà, en tout 4 jours de travail. Okay. Ouais. Pour celle du livre, c'est plus rapide. C'est peut-être une journée de travail. Okay. Et c'est fait à l'interne, donc c'est David chez nous qui fait ça. Et c'est tellement important pour nous qu'on a quelqu'un chez nous qui le fait maintenant. Ouais, Bien c'est sûr. bien ça. Et Ouais. chez vous, Laurence? Alors, à peu près de tournage, donc j'avais quand même 5 auteurs. Malheureusement, une ne pouvait pas être présente. Mais ça représente peut-être 4 heures de tournage, je veux dire, en y allant tranquille. Après, au niveau du montage, comme j'ai confié ça à Corman Studio, ça peut prendre 2 à 3 jours, histoire qu'on voit au niveau du rythme, pour que ça reste un format court, comme vous le disiez très justement, Margot. Hein, c'est important que ce soit qu'on garde des formats courts. Mais du coup, c'est peut-être 2 ou 3 jours. Après, de trouver l'idée, je pense qu'en une journée, on a trouvé l'idée avec Zelda Chauvet et tout, on s'est concerté. Donc voilà, ça va, c'est assez rapide. Mais Adi, je suis désolée, une journée juste pour du stop motion, parce que sans stop motion, ce que tu as fait avec le livre, là, que tu nous as montré. Alors non, ça c'est pas du stop motion. Non, non, non. Je parlais des stop motion, c'est une vidéo qui n'a pas été montrée comme celle. Voilà. On peut la retrouver en tapant dans YouTube comment jouer à Bandido, par exemple. Ok, d'accord, j'irai voir. J'adore le stop motion, donc c'est cool. On a utilisé récemment du stop motion aussi pour présenter un livre-jeu. Donc je pense que le stop motion peut complètement être appliqué au livre. J'y crois aussi. Ok. Oui. Donc, on va pouvoir accueillir Yasmina de la librairie du Baobab qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Yasmina. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va, ça va. On est un peu, franchement, on devrait travailler avec des relèves, ça irait bien mieux. Ouais. C'est un peu chaud bouillant, mais tout va bien. Donc, Yasmina, on a parlé de maison d'édition avec Adi et Laurence. Vous êtes à la librairie du Baobab. Donc, vous êtes avec des clients en général toute la journée quand c'est possible. En avril, quand tout a fermé, est-ce que vous avez commencé à vous réinventer à ce moment-là ou c'était déjà le cas avant avec les réseaux sociaux? Oh, mais moi, je suis en mutation quotidienne. C'est bien. Alors oui, on a commencé à… On parle de marketing digital ici ou on parle juste à titre général? Alors, soit à titre général, soit pour la librairie ou ce que vous voulez, comme vous le sentez. Ouais. Oui, alors bien sûr qu'on a… Moi, je pense qu'on découvre combien on est des félins et qu'on retombe sur nos pattes tellement bien avec toutes les ressources qu'on a. Alors oui, bien sûr que on a réfléchi à plein de choses. Bien sûr que j'ai pris mon vélo électrique et que j'ai commencé à sillonner la région pour livrer. Et puis après, en termes de communication sur les réseaux et tout ça, ben, on a eu la chance d'avoir un partenariat avec la télévision locale qui est Canal 9 qui avait plus de contenu. Du coup, ben, il fallait qu'ils se mettent quelque chose sous la dent. On est devenu intéressant pour eux et on a commencé à créer des capsules vidéo, en fait, qu'on a commencé à diffuser sur les réseaux et puis eux diffuser en direct après sur leur chaîne. Et puis, ben, moi, en marketing digital, je suis une autodidacte complète. Je me dépatouille comme je peux. Je viens de faire un cours d'ailleurs en marketing digital, un cours par le biais de comment ça s'appelle? C'est Culture Vallée qui organise ça à la médiathèque de Sion. Donc je me suis rendu compte que je faisais pas tout faux, donc yes, ça c'était bien. Plein de choses à découvrir. Enfin, moi, j'y suis vraiment allée dans ce marketing-là d'une manière un peu, comme je crois que ça me ressemble pas mal, assez spontanée. Et puis en me disant, de toute façon, je peux pas être complètement à côté de la plaque, donc autant essayer de faire.
Et puis, est-ce que vous voulez une anecdote? Oui, on adore les anecdotes. Bah, je vais vous donner une anecdote parce que c'était un truc vraiment génial. C'était un mercredi soir, j'étais en train de recalibrer les images pour la newsletter que je fais tous les mois. Et puis franchement, je me prenais la tête avec ces mises en page d'images et je demande à mon fils de filmer une double page d'un roman que je venais de terminer, qui était un premier roman que j'avais adoré. Et là, je lis, donc on entend ma voix en off, et puis lui, il filme juste la double page. Donc, franchement, au niveau de la technique, c'était pas extraordinaire. J'ai publié ça en identifiant l'éditeur, en identifiant l'auteur. Ça a été un truc de fou. Parce que 10 minutes plus tard, l'auteur, tout de suite réagit en disant, c'est incroyable d'avoir une voix sur les mots que je viens d'écrire. Puis je dis, juste ça, c'est un cadeau génial. Et puis, ça a fait des émules. Et c'est un des livres qu'on a le mieux vendu ici, alors qu'il était très peu présent dans les autres librairies. Et puis parce qu'on l'a aimé, tout simplement. Parce qu'on joue le rôle qu'on doit jouer, nous, ici, en indépendant, en ayant envie de mettre en avant des choses que le client prend pas juste le rayon puis arrive en caisse après, quoi. Donc voilà, alors moi j'essaye de faire comme je peux. Et puis maintenant j'ai découvert que Instagram était quand même bien présent un peu partout. Du coup j'utilise un peu aussi la vidéo, pas encore. J'en ai posté quelques-unes qu'on avait faites dans des présentations de livres pendant le premier confinement. Mais j'ai encore du travail à faire, mais c'est intéressant parce que tout à coup on se rend compte que il y a pas seulement les mails et notre site internet qu'il faut visionner pour les commandes, mais on reçoit des commandes sur Instagram, on reçoit des commandes sur Messenger, et ça, c'est typiquement directement lié de ce qu'on produit comme information sur les réseaux. Ouais. Et vous êtes sais pas si d'accord que ce Ouais. soit les autres, que en fait, ça dénature pas votre travail de fond. C'est-à-dire que vous êtes libraire, vous êtes éditeur, éditrice, mais agir comme ça sur les réseaux sociaux, c'est pas abandonner cette partie-là de votre métier pour faire que ça, en fait. On est bien d'accord. Mais tellement pas, non, alors pas du tout, pas du tout. Moi, je trouve que c'est une des pratiques. Bien sûr que non. Puis, il y a tellement de gens qui, ouais, et puis c'est ça, je veux dire, moi, combien, mais je suis sûre que vous aussi, combien de livres on a découvert parce que on a entendu quelques phrases lues ou parce que tout à coup, moi, samedi dernier, je me brossais les dents, il était 7h30 et puis j'entends une chronique sur la première RTS et puis je connaissais pas le bouquin. Ce que j'en ai entendu, j'ai beaucoup aimé ça, je me le suis commandé, je l'ai lu et il est en pile ici chez moi, je le vends tous les jours. Alors que je l'avais pas du tout commandé à la base. Donc oui, c'est super important. Et puis je pense qu'on a tellement besoin, en plus là maintenant, de s'ancrer un peu plus dans ce lien qu'on n'arrive pas à avoir autrement. Et puis c'est un super moyen. Oui, alors moi je suis convaincue que ça fait partie de notre communication. Bien sûr. En fait, notre métier, c'est très souvent de partager l'enthousiasme, comme tu viens de le faire pour ce livre en pile chez toi. Et en fait, ces nouveaux moyens immédiats, parce qu'on a très souvent ça dans la poche, ça nous permet de le faire tout de suite, partager l'enthousiasme. Je pense qu'il y a juste une petite barrière technique à maîtriser. Elle n'est pas très haute. Et puis ensuite, c'est bon, on est actif. Il y a un client chez nous qui fait ça très bien. C'est en fait une boutique de sport à Bulle. Et à chaque fois qu'ils ont une nouveauté, donc ils vendent nos livres et nos jeux, et à chaque fois qu'ils ont une nouveauté, ils postent ça en story sur leur Instagram. C'est d'une efficacité incroyable. Et d'ailleurs, je vous raconte aussi une histoire. C'est que pendant le confinement, je regardais tout le temps ce qu'ils postaient et je me disais, purée, ils ont posté une nouvelle chaussure de course, il faut absolument. Et donc, en gros, dès le 13 ou 14 mai, j'étais chez eux pour m'acheter une nouvelle chaussure de course. Donc, finalement, aussi, quand on connaît un peu les gens qui postent, ça crée un lien, ça crée en fait un canal d'information qui est assez simple et immédiat. Et puis, les gens traînent sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, c'est là qu'on traîne et c'est là qu'on va aller chercher, tout simplement. Mais ce que je trouve bien, c'est que ça fait aussi appel à notre créativité, parce que quand on est éditeur ou libraire, c'est un boulot, même si on est au contact de beaucoup de gens, c'est quand même, défaire des cartons ou relecture de manuscrits, etc. Mais ce nouvel aspect de nos boulots respectifs, ça fait appel à la créativité, et puis on a l'impression vraiment de forger une identité, de forger notre entreprise en version 2.6.
Voilà, et puis on se réinvente tous les jours. Yasmina, c'est ce que tu disais, quoi. Et à un moment donné, on rebondit à chaque fois, on est 2 marches plus loin, on se dit, mais est-ce qu'on n'ose pas? Et je pense que le plus gros pari, c'est effectivement, Margot, comme vous disiez très justement, c'est d'oser faire les choses, de se casser la figure, de se prendre les pieds dans le tapis, mais au moins de faire et de faire quelque chose qui est vraiment à notre image. Je pense que c'est Ouais. voilà. Et puis après, bêtement, et puis moi je pense qu'il faut pas. Alors après, il y a une frontière entre le professionnel et le privé dans ce qu'on publie, mais les gens ils ont besoin de nous comment on va dire ça, de nous situer dans un espace de vie. Et puis parce que typiquement en librairie, on est quand même beaucoup dans le conseil, on rentre beaucoup dans l'intimité des gens par des petites questions toutes subtiles, on dit quand il y a un cadeau à faire ou autre. Et puis du coup, se dire ah bah oui, tu sais, en fait je l'ai vu en vidéo. Ah mais elle a un super canapé dans son salon. Voilà, moi j'ai un petit monsieur qui va boire son c'est vrai, j'ai un petit monsieur qui va boire son café tous les jours à côté et puis qui est venu juste ouvrir la porte de la liberté pour dire ah j'ai dit à ma femme ah non il faut qu'elle vous dise hein, mais joli votre canapé. Bah voilà, si ça sert à ça aussi, bah tant mieux. Et tout à coup on devient, c'est pas que du virtuel, c'est vraiment pas du virtuel parce qu'on amène de l'émotionnel aussi par ces biais-là, vraiment. Alors du coup, je me permets de vous poser une question qu'il y a dans le chat. Est-ce que vous avez essayé des choses qui n'ont pas marché aussi? Oui, très régulièrement, on poste une histoire et on se rend compte après l'avoir postée qu'on n'a pas utilisé la bonne image, qu'on ne l'a pas fait de manière assez engageante. Et comme tu le disais très bien, Margot, et tu m'excuses de te tutoyer, ouais, en fait, c'est pas grave au final. Faut passer à la prochaine et faire mieux la prochaine fois. Après, certainement, beaucoup de choses qu'on a essayées qui marchent pas. Moi, je pense que ce qui marche pas, c'est qu'en fait, il y a eu la première génération des réseaux sociaux. Et à l'époque, on créait une page et on avait l'impression qu'on allait créer une communauté de gens très engagés, captifs en quelque sorte, et qu'on allait pouvoir leur envoyer nos infos, échanger avec eux. Et puis tout d'un coup, toutes ces plateformes ont commencé à devenir des machines à sous, cotées en bourse. Et donc, du coup, ils nous empêchent maintenant d'aller contacter notre communauté qu'on a construit pendant très longtemps. Et maintenant, c'est devenu, en gros, il faut payer pour parler aux mêmes personnes qui nous suivent depuis très longtemps. Et ça, moi, je trouve que c'est c'est pas une surprise, mais c'est un échec. C'est pas un échec de ce que nous faisons, mais c'est un échec par rapport à ce qu'on a pensé au départ à propos des réseaux sociaux. Et ça nous motive énormément maintenant à créer nos propres plateformes aussi, c'est-à-dire avoir un site internet qui est bon, d'avoir un blog et d'utiliser des fois les réseaux sociaux pour réorienter vers nos plateformes. Parce que qui sait comment changera l'algorithme encore une fois dans le futur. Et donc, voilà, des fois, quand je vois des gens, par exemple, qui n'ont pas de site internet et qui n'ont qu'une page Facebook, j'ai envie de leur dire, mais faites gaffe quand même, parce qu'en fait, Facebook, c'est une plateforme, vous êtes le produit, il faut la comprendre, il faut l'utiliser, mais si on veut construire sur le long terme, il faut inclure cela dans la réflexion. Ouais. Moi, j'ai eu des petits soucis. J'ai dû faire la remouture, comme tu le dis très justement, du site internet, parce que c'est vrai que sous la première forme initiale, c'est vraiment information libraire, parce que je suis libraire de métier, hein, donc c'était vraiment linéaire, machin et tout. Et donc après, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu ce roman feuilleton qu'on a diffusé à raison de 2 fois par semaine qui s'appelle Léa. Et donc avec Léa, c'est vrai que les gens commençaient à se connecter au site. Il y avait des pics comme ça de vues de site avec les auteurs, donc ce qui a généré vraiment beaucoup de vues. Maintenant, c'est vrai qu'on a une perte de vitesse avec le livre audio qui a aussi été diffusé pendant le confinement et qui va s'arrêter fin de cette semaine. Mais je pense que voilà, la chaîne YouTube, c'est pas encore un outil que je maîtrise. J'ai mis les teasers, les chapitres audio de Léa, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas. Alors, je considère pas ça comme un échec, mais par contre, c'est vrai qu'il y a une espèce de perte de vitesse, par rapport au livre audio. Mais je crois que c'est une thématique en soi, le livre audio, quoi. Est-ce qu'on est prêt à livre-luer? Je sais pas comment expliquer. Voilà. Donc voilà, ce sont pas des échecs, mais une redirection, rediriger tout ça vers quelque chose de plus optimal, on va dire comme ça. Mais des fois, c'est pas forcément des échecs, des fois, c'est plutôt des frustrations. Moi, ça m'est arrivé de poster certaines
certaines pépites de lecture que j'ai eues, et puis tout à coup me dire, oh là là, c'est pas possible. Quand j'ai mis la photo de, je sais pas, d'un événement qu'on a eu, il y a eu 3500 vues, et puis là, je présente un bouquin qui est tellement génialissime. Je pense, et j'avais l'impression de l'avoir bien fait, et puis il y a 300 vues, quoi. Donc voilà, faut aussi accepter que c'est comme ça. C'est comme quand on a un client qui vient vers nous, et ça marche pas à tous les coups, qui partent avec le livre qu'on aimerait qu'il ait dans les mains. Ouais, et puis des fois, on ne se rend pas compte, mais c'est des choses qu'on n'imagine pas qui vont fonctionner. Comme tu disais avant, Oui. avec ton événement, 3500 vues, trop bien, mais ce n'était pas vraiment prévu. Et en fait, tu fais une chronique qui te tient vraiment à cœur et tout, et là, le bide, quoi. Enfin, il n'y a pas autant de retombées possibles. Donc, des fois, juste, comme je disais avant, tester, essayer, c'est finalement ce qui marche le mieux, et c'est à ça qu'on reconnaît son contenu, quoi. Moi, en vue de la discussion, là, j'ai sorti notre post Facebook qui a eu le plus de succès, finalement. C'est celui-ci. Donc, il a été partagé jusqu'à 50 000, t'as comme ça, 50 000 fois. Donc, il a atteint 50 000 fois avec, alors qu'on a fait 0 pub. Donc, quand il y a eu le confinement, on a fait un jeu Bandido Covid à imprimer chez soi et à découper, etc. Et on l'a posté. Et puis, une demi-heure plus tard, il y avait des gens qui le jouaient au Chili, aux Bahamas. Mais non! Ça montre quand même que c'est puissant, cet outil. C'est clair. Mais après, je pense qu'il y a… Et est-ce que je vais vous dire aujourd'hui, oui, on l'a planifié? Pas du tout. En fait, on a une idée, on l'a faite, on l'a lancée. Donc, et des fois, on travaille beaucoup plus longtemps sur quelque chose qui ne tient pas forcément. Donc, faut essayer des choses et rester humble. Bon, désolée, j'ai une invitée surprise. Non, tu veux pas? Est-ce que vous avez encore besoin de moi? Pardon? Vous avez encore besoin de moi? Est-ce que je peux encore répondre à certaines sollicitations ou est-ce que je peux vous laisser? Comme tu le sens. Si tu as envie encore de nous partager quelque chose, tu es la bienvenue. Si tu as d'autres choses à faire, tu es libre. Ouais, je crois que je vais vous laisser parce que il y a des livres à vendre. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'initiative. Avec grand plaisir. Merci d'avoir participé. Prenez soin de vous. Toi aussi, Yasmina. Merci beaucoup. Bye bye. Adi, quelqu'un nous pose la question, peux-tu parler de l'expérience We Make It? Oui, en fait, on a utilisé cette plateforme de financement participatif cette année pour le livre sur pain maison, donc les pains maison suisses. Et puis, on a eu un joli succès. Donc, aussi, on a dû monter des vidéos. On a utilisé aussi de la publicité sur Facebook pour promouvoir ce projet. Donc, vraiment, les outils de réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés, là, c'est sûr. Mais ça n'explique pas le succès du projet. Je pense qu'il y a énormément de travail derrière aussi pour faire tout simplement connaître le projet en bilatéral quasiment. C'est-à-dire on a dû vraiment ouvrir notre carnet d'adresses et parler du projet de manière aussi authentique que possible. Mais c'était intéressant, c'était une des rares fois où on a vraiment dépensé des sous pour de la publicité sur Facebook et puis on pouvait le mesurer, que ça a marché, que ça a aidé. Ouais. Du coup, quelles seraient la suite, les choses que vous aimeriez développer ou que vous aimeriez perfectionner en tant qu'éditeur sur les réseaux sociaux, par exemple? Alors, il y a une chose qu'on a commencé à plus faire cette année. C'est pas qu'on ne le comprenait pas avant, on le comprenait, mais c'est juste par manque de temps, on ne le faisait pas. C'est qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est a two-way street, comme on dit en anglais. C'est qu'en gros, on a trop tendance à broadcaster, à envoyer de l'information et on ne prend pas assez de temps pour interagir avec des gens qui postent, eux, de l'information. Et donc, on commence à le faire un petit peu plus, d'être plus à l'écoute, d'être plus dans l'échange avec des gens qui, eux, postent. Ok, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est vraiment une petite subtilité, mais c'est super intéressant. Après, ce qu'il faut voir, c'est que les réseaux sociaux, on a tous pensé, et le marketing digital, on a tous pensé que c'était vraiment, ça égalisait les chances entre les petits et les grands, ou les moyens et les très grands. Et moi, je commence à penser que pas forcément, que les grands ont un avantage incroyable, parce qu'en fait, ils peuvent vraiment investir là-dedans et on le voit, il faut presque investir là-dedans. Nous, on reste quand même des éditeurs
à démarche éditoriale forte, des éditeurs d'idées et d'auteurs, donc on ne veut pas non plus devenir ces grands-là, mais par contre, il y a des outils de plus en plus sophistiqués. Moi, je trouve qu'il faut des ressources pour bien faire les réseaux sociaux. Et c'est presque une volonté, presque une petite frustration, une volonté de vraiment avoir des ressources pour faire quelque chose de soutenu, de réfléchi, étalé dans le temps, parce que de juste dégainer de temps en temps, tout le temps, ça il faut le faire. Et je pense que... Et en plus, bon, voilà, on est en Suisse, donc un marché plus petit. Chez Helvetic, on a... Ma collègue Eleni, elle utilise le terme Spagat en allemand, qui sont vraiment le grand écart. Donc, on fait des grands écarts entre le jeu, le livre, entre l'Allemagne et la France et la Suisse et tout ça. Et donc, en fait, ça nous complique un petit peu la tâche au niveau des réseaux sociaux. Parce qu'on doit s'exprimer dans quelle langue? Donc en anglais, en français. On a reçu des fois des emails de libraires qui étaient offusqués qu'on s'exprime en anglais sur les réseaux sociaux. Alors on les comprend et on interagit avec eux, puis on leur explique pourquoi. Parce qu'on a Bandido qui se vend au Japon, et voilà. Mais par contre, c'est vrai, ils ont raison. Donc on n'a pas encore trouvé la solution idéale. Donc, quelque part, ça montre qu'ils sont à l'écoute, parce que quand quelqu'un prend le temps de nous dire quelque chose, je pense que c'est toujours quelqu'un qui est pas complètement perdu. Donc, voilà, ils nous ont donné à réfléchir et on est en train de réfléchir pour voir comment faire ça. C'est cool, je suis contente. Et vous, Laurence? Alors, pour moi, ce sera plutôt de développer le côté image, hein, parce qu'au Okama, on est déjà très présent sur les réseaux. On a de la chance d'avoir quand même un public qui nous suit, il partage, il nous tag. Donc ça, c'est fantastique. C'est pas quelque chose qu'on a à redessiner. Maintenant, c'est vrai que suite à tout ce qu'on a fait avec Zelda Chauvet en termes de teaser, etc., on réfléchit à communiquer plus à travers soit des petits montages vidéo, des interviews, mais faire quelque chose de moins linéaire. Hein. C'est pas une critique, c'est juste cette maison d'édition n'est pas comme ça. Donc il y a tout à réinventer là autour. Et comme je suis musicienne aussi, que j'ai rencontré des gens de théâtre, etc., on aimerait bien faire des rassemblements d'idées, d'essayer de réfléchir à plusieurs, parce qu'on est toujours plus fort. Hein. Je veux dire, voilà, moi je peux que parler en tant qu'éditeur ou pour mes auteurs, et mes auteurs sont super parce qu'ils me suivent dans toutes mes folies, hein, vraiment. Mais du coup, c'est de réinventer au niveau de l'image, voir sur la chaîne YouTube comment on peut l'utiliser au mieux et que ça diffuse vraiment l'image de marque qu'est Okama. Voilà, donc ce serait plutôt par rapport à ça. Et puis voilà, après gagner plutôt du public sur Instagram qui est moins nombreux pour nous encore, mais je pense que c'est un truc à retravailler. Voilà, je pense. Voilà. Je voudrais rajouter aussi, et ça c'est quelque chose par rapport aux auteurs, en fait, c'est qu'en gros, de nouveau, on avait peut-être une posture à essayer de tout le temps faire les choses chez nous, etc. Et je pense que on commence de plus en plus à essayer d'impliquer un peu plus les auteurs, même sur nos canaux. Pas que eux aient leurs canaux et puis nous on ait les nôtres. Peut-être qu'un peu plus de travail en coordination, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait appel à des influenceurs, des gens qui parlent déjà de livres sur les réseaux sociaux pour qu'ils parlent de vos produits? Non, disons que moi, c'est le classique, c'est-à-dire que c'est plutôt l'envoi de services de presse. Après, j'ai certains auteurs qui ont été gentils de nous présenter des blogueurs et des blogueuses. Donc, je vais plutôt faire dans ce sens-ci. Après, si je vois qu'un blogueur ou une blogueuse est suivi et que le ton me paraît juste et approprié, parce qu'il y a surtout ça, envie de Okama, et je pense que n'importe qui chez Okama n'a pas envie qu'on soit dénaturé, je vais les contacter en disant est-ce qu'un service de presse vous ferait plaisir. Voilà, c'est quelque chose c'est les journalistes d'aujourd'hui, on va pas se leurrer, hein, les blogueurs. Donc voilà, c'est plutôt prêter attention, voilà, aux nouvelles personnes qui arrivent et je dirais ça comme ça. Je sais pas à dire. Alors oui, j'expliquais avant que c'était vraiment dans les deux sens. Donc en fait, on nous contacte et nous contactons des personnes de manière aussi authentique que possible. Et puis en leur disant, voilà, en suivant ce qu'ils font. On a une règle établie récemment, c'est qu'en gros, quand les gens nous contactent, on préfère travailler avec des gens qui sont uniquement dans le livre ou uniquement dans le jeu. Oui. On se fait contacter par des gens qui font aussi le shampoing,
et le dentifrice et les livres. Et là, on trouve que c'est un peu, voilà, c'est un peu trop. Oui. Dans tout ce que vous proposez maintenant sur les réseaux, c'est quoi vos inspirations? Où est-ce que vous allez piocher toutes vos idées? La question qui tue. Non, elle ne tue pas du tout. Non, pas du tout, mais franchement, au niveau suisse, des éditeurs qui sont présents sur des réseaux, à part Adi pour Helvétique, j'en connais pas 1500, quoi. Enfin, c'est juste ça. Encore une fois, c'est pas du tout une critique. C'est juste que la présence sur les réseaux sociaux, voilà, c'est quelque chose de très fort, mais ça prend beaucoup de temps. Hein. Nous trois, on le sait. Donc voilà, c'est ce qu'on a envie de dépenser 2 heures la matinée. Oui, parce que ça me fait 2 heures à faire un post hein, quand même pour le temps que je me relise, etc. Donc, est-ce que les éditeurs maintenant ont envie d'être présents sur les réseaux et peut-être de gagner un public, et ça, on n'est jamais sûr de ça. Donc, c'est un pari de toute façon. Donc, de toute façon, là-dedans, j'en connais pas vraiment, ni en France, à part pour quelques teasers, mais qui sont classiques, avec des visuels, voilà, on voit la couverture, une phrase, et puis la fin du truc, où je me suis dit, bah, pourquoi pas, mais réinventons, essayons de faire plutôt selon ce qui nous inspire, nous. Mais à part Adi, avec ce qu'il propose, ben, ce n'est pas 15 000, c'est pas parce que tu es là, hein, je te le dis. Ben, merci. En tout cas, il y a d'autres éditeurs en Suisse qui sont présents sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a par exemple Zoé qui fait des vidéos Oui, de temps bien en sûr. temps. Oui, il y a les éditions LEP qui il y a très longtemps avaient lancé leurs vidéos 3 questions A. En Suisse alémanique, il y a bien entendu les très grands Diogenes qui font des choses. Il y a Daniel Campa aussi qui fait des choses. Mais c'est vrai que, comme je le disais avant, j'ai l'impression que voilà, il y a aussi notre taille des fois qui nous joue un peu des tours, un peu comme sur les marchés en France et tout, mais c'est pas une excuse, je pense que c'est plutôt une motivation pour essayer de trouver comment tirer notre épingle du jeu. Alors, je vois que Marc est arrivé, on va pouvoir l'accueillir. Donc, Marc Woltenhauer, auteur à succès, qu'on ne présente plus. Bonjour Marc. Salut Laurent, ça va? Salut. Très bien, et toi? Oui, très bien, très bien. Donc, bienvenue. On va parler marketing digital avec vous. Et du coup, on a parlé de la librairie, on a parlé des éditions. Vous, on voit que vous êtes quand même un auteur qui est très présent sur les réseaux sociaux. Comment vous utilisez les réseaux aujourd'hui? Aujourd'hui, la question, c'est pendant cette période particulière? Entre autres, oui, ou avant et maintenant. Est-ce que vous faites une différence entre avant Covid et maintenant pendant Covid? Alors, c'est une bonne question sur peut-être je vais venir après sur la question de la période actuelle et du Covid. Pour dire simplement par rapport aux réseaux sociaux, je pense que dès la sortie de mon premier livre en 2015, j'ai très vite compris qu'un des meilleurs moyens de diffusion, notamment aussi pour un auteur qui n'est pas connu, un nouveau livre, c'était les réseaux sociaux. Et puis, j'ai été effectivement dès le départ très actif, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter. Je pense que ça m'a aidé en Suisse, bien entendu. Maintenant, en Suisse, ce qui a quand même aussi eu un effet beaucoup plus important, c'était le bouche à oreille, les libraires, la presse, etc. Par contre, assez rapidement, ça m'a été très utile pour diffuser plus largement au-delà des frontières, en France et en Belgique notamment. Et je crois que ça allait rester très important, je dirais, depuis le départ jusqu'à maintenant. Ce que je constate quand même, c'est qu'ayant été peut-être à un moment donné hyper actif, je le suis devenu un peu moins pour être plus sélectif sur ce que je fais sur les réseaux. Et que finalement, un des éléments qui était plus porteur encore que ce soit l'auteur lui-même qui parle de son propre livre, c'est finalement le partage des lecteurs. Les lecteurs qui commandent des publications, les blogueurs qui partagent. Et puis bien sûr, plus j'ai eu de lecteurs, plus ça a eu un effet, je dirais, exponentiel. Donc, je pense que ça reste quand même un moyen important, un moyen aussi alternatif à la presse que tout le monde n'a pas non plus et qui n'est pas toujours présente. Donc, ça permet quand même de communiquer les infos, je dirais,
de manière directe. Un des éléments aussi, je pense, qui était important pour moi, qu'il est toujours, et ça j'ai souvent des feedbacks de la part des lecteurs notamment, c'est le fait d'interagir avec les lecteurs. Les lecteurs qui ont envie de donner leur avis, qui sont contents qu'on puisse leur répondre, et qu'il y ait une vraie interaction, et ça je pense que ça apporte beaucoup. Ça m'apporte aussi à moi finalement, parce que c'est un moyen de recevoir des retours et un feedback de la part des gens, et c'est peut-être encore, là je viens au Covid, ben voilà, c'est un moyen de rester en contact avec les gens, avec les lecteurs, alors que pour le moment on ne peut plus les rencontrer en direct ou lors de soirées pour avoir aussi ce retour de lecteur. Donc ça c'est important dans cette période. Et du coup, il y a une question. Est-ce que c'est compliqué d'expliquer à son éditeur qu'on est hyper actif sur les réseaux sociaux? Non, mais je pense ils sont contents qu'on le soit. Et puis je pense même, je me rappelle, mon éditeur à Genève, Yvon Slatkin, il m'a dit, je crois, il y a 2-3 ans, les nouveaux auteurs que j'ai, je leur demande de prendre exemple sur toi. Parce que je pense que c'est pour l'éditeur un apport si l'auteur s'engage lui-même à promouvoir son livre. Un auteur qui ne fait rien du tout, pour l'éditeur, c'est difficile de se substituer à l'auteur. Et puis, il y a quand même globalement, je dirais aussi un trend, alors c'est pas nouveau, mais j'ai le sentiment que pour les lecteurs, l'auteur devient presque indissociable de son œuvre. Il faut qu'il existe au travers des réseaux, au travers de différentes manières. Et on le voit alors, de manière, je dirais, presque à l'extrême en Suède. Si on suit les comptes Instagram de certains auteurs de polar très connus, on est quasiment dans la vie privée des auteurs. Ils vont partager des photos de leur chat, du repas qu'ils ont fait, d'eux à la plage, d'eux en vacances, plein de trucs qui n'ont absolument rien à voir avec le livre et la littérature. Et je pense qu'il y a ce phénomène où, dans ce genre de situation, le lecteur a l'impression de mieux connaître l'auteur, peut-être de partager un peu de sa vie, ou alors de se sentir privilégié parce que l'auteur partage sa vie avec les lecteurs. Donc, il y a une importance de la présence de l'auteur. Après, je ne vais surtout pas faire comme les Suédois, parce que pour moi, il y a quand même une limite dans tout ça, c'est que ce que je partage moi est en lien avec mon livre. De temps en temps, ça m'arrive de partager une photo de la vue sur les montagnes avec un cigare où je suis en train d'écrire. Et encore, je ne me mets pas en scène, je prends la photo de l'ordinateur et du cigare. Mais j'ai un peu de peine à aller au-delà de ça. Pour moi, il y a quand même un côté où la vie privée, c'est une chose, et puis le livre, c'en est une autre. Mais quand même, je note l'importance de l'auteur associé à son œuvre. Et finalement, je l'ai aussi mentionné dans ce... je sens que les lecteurs cherchent ce contact et sont contents de pouvoir avoir ce contact avec l'auteur. Donc, c'est un élément qui me paraît assez important aujourd'hui. Alors, il y a une autre question pour tout le monde cette fois. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites à cause de la situation Covid, lesquelles allez-vous garder ou au contraire abandonner? Peut-être Laurence d'abord. Oui, alors il y a le roman feuilleton Léa. Donc, j'ai demandé à 14 auteurs de pouvoir écrire dans un délai hyper court, les 3 jours les pauvres, pour écrire leur chapitre. Hein. Donc, c'est un roman feuilleton dont j'avais imaginé le synopsis avec Catherine Roland, la nouvelle directrice de collection pour la jeunesse. Donc, on est parti d'une idée de roman que j'avais eu d'écrire. Et en fait, on a divisé les chapitres et après, on a demandé à ces 14 auteurs, en les plaçant vraiment selon leur style d'écriture, on leur a donné un chapitre à écrire. Et donc, du coup, pendant 1 mois et demi, je pense à peu près, ou 2, le public a pu suivre justement les aventures de Léa. Et donc ça, on a pu sortir le livre là maintenant pour le du livre à Genève. Donc ça, c'était très bien. Maintenant, est-ce que je vais garder ça? J'étais presque tentée de refaire un truc là, mais en même temps, il y a le boulot d'éditeur avec mes, je sais pas combien de manuscrits que je dois réviser. Je me dis, Laurence, on va se calmer, pas pour l'instant. Donc voilà, mais à part ça, l'idée justement de fédérer quelque chose, un mouvement, d'avoir des tables rondes de partage. Alors après, est-ce que je voudrais faire ça avec des éditeurs? Pourquoi pas?
pourquoi pas lancer quelque chose de nouveau et quelque chose qui puisse un peu distraire les gens, parce qu'on est tous abasourdis, hein, je pense, pour pouvoir parler pour tout le monde, voilà, par cette deuxième vague. Et puis, on sait très bien qu'on doit se réinventer, encore une fois. Et je pense qu'à part ça, ça peut être bien. Mais dans sa forme initiale de là, non, je pense pas. Je pense pas qu'il y aura une deuxième salle. Voilà. Adi? Alors oui, je vais essayer de faire vite parce que je vois qu'il nous reste 10 minutes. On a fait des lectures sur Zoom. On va pas les refaire. Parce que c'est comme inviter des gens à quelque part dans la nature et à aucune infrastructure. En fait, les gens, ils sont sur Facebook et sur Instagram. On aurait dû faire notre lecture sur Instagram. Live. Voilà, parce que les gens sont là et ça reste. Ensuite, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est lié au Covid. Donc, c'est une conférence digitale. Personne n'a dû se déplacer. J'apprécie beaucoup notre échange là. J'espère qu'il est utile pour les autres. Je pense que l'infrastructure qu'on a mis en place pour ces journées digitales est super intéressante. Maintenant, il reste à peut-être trouver le genre de contenu qui fonctionne bien. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'allais encore à Londres à une conférence où les éditeurs partageaient les plans marketing qui ont marché pendant l'année. Et donc, moi ça me va bien de le faire depuis le bureau aussi, sans devoir prendre l'avion. Et puis, oui, il y a certainement, en fait, comme je vous l'ai dit avant, on a dû construire toute une infrastructure pour faire un salon digital dans le jeu, donc Twitch, du Facebook Live, on a investi dans du matériel, donc tout ça, ça va rester. Et clairement, le Covid, c'est une opportunité de ce côté-là. Ça ne remplace pas du tout les échanges qu'on a par ailleurs en présentiel et j'ai hâte qu'ils reviennent, mais l'opportunité est là pour vraiment progresser sur plein de tableaux. Et le mot de la fin pour Marc, du coup? Alors, c'est vrai que pour l'instant, je n'ai rien fait de très spécial sur les réseaux dans cette période. Je l'avais fait au printemps 1 ou 2 fois, notamment avec des Facebook Live. Ça m'a laissé un peu un sentiment mitigé parce que finalement là c'est vraiment une sorte de monologue où les gens réagissent en écrivant des commentaires sur Facebook et je trouvais que c'était extrêmement difficile à suivre et à être en interaction avec les gens. Donc finalement on parle tout seul un peu dans le vide alors que là par exemple c'est déjà beaucoup plus agréable parce qu'il peut y avoir une interaction et puis on voit les gens. Donc finalement, je suis en train de me dire que si j'avais envie d'organiser quelque chose maintenant, au mois de novembre, avec les lecteurs, peut-être que je passerai par les réseaux sociaux, et puis j'essaierai de les inviter sur une plateforme comme celle-là, parce que ça permet néanmoins une interactivité. Merci beaucoup. Du coup, je terminerai par préciser que normalement, nous aurions dû accueillir encore Claire de la librairie Librophoros, mais qui malheureusement a eu des petits problèmes de connexion. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent justement dans ce genre d'infrastructure, malheureusement. Mais merci beaucoup en tout cas à tout le monde d'avoir participé. C'était vraiment très intéressant pour moi. J'espère que ça a été intéressant pour vous et d'apprendre 2-3 choses sur le marketing digital et d'avoir les différents sons de cloche, que ce soit éditeur, auteur ou libraire. Merci beaucoup. Merci.